à tous. Complot, guerre, vengeance, coup d'État, exécution et meurtre, l'histoire est émaillée, et ce n'est pas nouveau, d'épisodes violents. Et parmi eux, les assassinats marquent l'imagination. Henri IV, Jules César, Marat, Louis XVI, l'impératrice Sissi, François Ferdinand d'Autriche, les meurtres des puissants sont entrés dans l'histoire. Mais que sait-on de leurs auteurs? Des raisons qui les ont poussés à commettre l'irréparable, des conséquences de leurs actes, le cours de l'histoire en a-t-il été changé? Sans oublier que parfois, les rois et les puissants sont les coupables et non les victimes. En compagnie de notre invité, Christophe Vérin-Forêt, nous allons répondre à ces questions. Christophe Vérin-Forêt, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur, journaliste, auteur et vous avez déjà publié 4 ouvrages. En 2021, Les pires arnaques de Martin Guerre à Uramine chez Flammarion. En 2023, Incroyable destin. Vous avez rencontré des témoins qui ont vécu en direct les grands moments historiques du XXe siècle. C'est paru chez Rue de Seine. Encore en 2023, sur les lieux du crime, les grandes affaires criminelles en Normandie et en Bretagne. Alors c'est paru chez Ouest France. Et tout dernièrement, aux éditions de l'Opportun, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, tueurs de rois, de reines, de princes et de puissants, 50 morts sanglantes de l'histoire. Alors nous allons dire, c'est un peu macabre comme sujet. Qu'est-ce qui vous intéresse dans tous ces assassinats ? C'est pas l'assassinat en tant que tel qui m'intéresse. Ce qui est intéressant, c'est par rapport à un continuum de l'histoire. Il y a un moment, comme vous l'avez signalé, il y a des moments de rupture, de chaos, les guerres, les épidémies et les crimes. Et donc, quand il y a un crime d'un roi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça bouleverse complètement le continuum de l'histoire? Que devient l'assassin? Pourquoi l'assassin a attaqué? Que devient-il? Et que devient, sinon la victime, du moins le pays dont il avait la charge? Voilà l'idée. Et est-ce que vous avez réussi à en tirer une conclusion générale? Parce que finalement, ça nous ramène au sens de l'histoire. Est-ce qu'il y a un sens de l'histoire ou est-ce qu'elle est faite justement par les hommes? Alors, ce qui est intéressant, c'est que quelques années après ou des années après, qu'est-ce qu'on retient quand il y a un assassinat de ce type? Oui, il y a eu, c'est une ligne dans un bouquin d'histoire. Oui, il a été assassiné, puis il a été remplacé par un tel, et voilà, et ça a continué, etc. Donc les motivations de l'assassin et les conséquences de son acte disparaissent un peu dans le flux de l'histoire, et donc en réalité on n'y fait plus attention. Et il y a un certain nombre de cas où l'histoire a été sérieusement modifiée par ces crimes. Dans d'autres cas, il y a eu très peu de conséquences. Et on peut dire de façon générale que dans les démocraties, le système est organisé de telle façon qu'il y a un principe de succession. On a eu deux assassinats de présidents en France dans les années 30 et à la fin du 19e siècle. Et le système a assuré la continuité. Il y a eu un nouveau chef de l'État qui a été élu et l'histoire a continué. Dans d'autres cas, et c'est souvent dans les régimes plus autoritaires, où il y a un chef extrêmement puissant, quand il est dessoudé, ça pose problème. Alors, en revanche, dans les monarchies stables, ça fonctionne aussi très bien. Alors, ça fonctionne très bien. La succession se fait également automatiquement. Oui, pas tout à fait. Si on reste dans le cadre de la famille, c'est toujours bien compliqué. Oui, bien sûr. C'est toujours bien compliqué. Mais sinon, voilà, après, le principe de succession au premier fils fonctionne aussi très très bien. Alors, vous racontez 2 types de crimes, ceux dont les puissants sont victimes, et puis également ceux où les puissants sont eux-mêmes les assassins ou les auteurs ou du moins les commanditaires. Alors, avant de rentrer dans l'examen de quelques cas particuliers, je voudrais savoir s'il y a des points communs entre tous ces assassins. Je précise des assassins de puissants pour l'instant. Est-ce qu'il y a un continuum? C'est très variable. On peut dire quand même, globalement, si on prend l'ensemble des profils des assassins, des assassins, bon, généralement ce sont des hommes, il y a relativement peu de femmes, ce sont des gens plutôt jeunes, ce sont des gens qui sont souvent très intériorisés, qui ont un problème de communication, qui ruminent dans leur tête jusqu'à passer à l'acte. Et on a des exemples très, très marquants, comme Damien qui a attenté à Louis XV, ou Fieschi. C'est des gens qui avaient vraiment
il fallait qu'ils s'expriment par la violence, par le mouvement, mais ils étaient complètement intériorisés, ils ruminaient leurs histoires, et à un moment, leur ruination est tellement forte qu'il faut que ça s'exprime. Voilà. Là, donc on s'aperçoit que ce sont souvent, finalement, des cas isolés plus que des complots. Alors, bonne question et mauvaise réponse. Ce sont souvent des cas isolés, c'est-à-dire qu'il y a un auteur solitaire, plutôt solitaire, mais il y a souvent le soupçon que derrière il y a un complot et que le solitaire cache le complot. Ou aurait été manipulé. Ou manipulé. Si on a le cas de Ravaillac, Ravaillac a toujours été considéré, enfin par la justice en tout cas, comme un assassin solitaire. Le nombre de candidats comploteurs est absolument considérable. Son épouse, le duc d'Épernon, les puissances espagnoles. Enfin, on a vite fait de plus savoir où est la réalité. Et est-ce qu'on voit des méthodes particulières? Est-ce qu'il y a des points communs? Pas vraiment. Il y a les méthodes, elles sont un peu liées à l'état de la technique du moment. Hein. Oui. Donc les premiers crimes, c'était essentiellement des couteaux, des dagues, après les épées, et puis après les épées sont venues les bombes. Les machines infernales, les machines dites infernales, des bombes. Donc c'est l'état de la technique. Mais il faut que ça soit rapide en général, rapide, violent, efficace. Il faut que ce soit immédiat, mais à la fin, dans les 19e, 20e siècle, l'organisation est faite de telle façon qu'il y a un tireur principal, ou un assassin principal, et souvent des positions de repli. Dans le cas de François Ferdinand d'Autriche, ils étaient 3. Donc c'est le second, le premier a raté, le second a réussi, Gavrilo Princip a réussi, ils étaient 3. Il y a quand même un côté très suicidaire dans ces actes isolés. Oui, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Ça rumine tellement dans la tête qu'il faut que ça s'exprime, par l'acte. Et les conséquences de l'acte, pour l'individu, elles n'existent pas beaucoup. Elles n'existent pas beaucoup. Ils ont accepté, s'ils l'ont même, je ne sais même pas s'ils en ont la conception, ils ont commis l'acte, donc ils ont réussi. Après ce qu'ils deviennent, qu'ils soient brûlés, coupés en morceaux, etc., quelque part, ce n'est pas leur souci. Alors vous commencez finalement c'est intéressant, avec le premier meurtre référencé dans l'histoire, qui est celui de Caïn qui tue Abel. Alors, s'il est dans la Bible, ce meurtre, il a forcément une signification. Il a une signification, certainement, parce que c'est un symbole. Mais c'est un symbole un petit peu faible, dans la mesure où les personnages qui sont décrits, Abel et Caïn, sont gardiens de troupeaux et agriculteurs. Ce sont des notions économiques, techniques, qui n'existaient pas avant moins 5000 ans avant Jésus-Christ. Donc ce texte ne réfère pas à l'origine du monde, qui est beaucoup plus ancienne. Et là, il faut noter que Caïn, d'ailleurs, n'est pas puni de son crime. Mais bon, ça, c'était pour signaler que vous en parlez. Donc après Caïn... Alors, je signale quand même qu'il y a des traces en Europe, notamment en Italie, je cite dans le bouquin, où on voit, dans les gravures rupestres, on voit des scènes probablement d'assassinat. Ah oui. et qui étaient beaucoup plus anciennes, qui datent de... D'assassinat ou de combat? D'assassinat, plutôt. D'assassinat, vraiment. C'est toujours difficile d'exploiter, de comprendre, d'analyser, mais c'est des traces plus anciennes que l'histoire d'Abel et Caïn. Alors après Caïn, nous entrons là dans l'Antiquité avec un assassin célèbre, qui est celui de César, Brutus, mais Brutus qui n'était pas seul. Alors, Brutus a rejoint Brutus, qui était c'était pas un fils adoptif comme on a dit, c'était un jeune que César appréciait, comme il appréciait un certain nombre de jeunes, Octave, Marc-Antoine par la suite, et il était très inquiet de la montée en puissance de César, qui avait conquis l'Europe et qui manifestement visait la stature suprême. Donc il rejoint le complot des sénateurs, le complot des sénateurs. Il participe au complot, ce qui fait qu'on prétend que César aurait dit « Toi aussi, mon fils, tu es dans le complot ».
Il l'aurait dit en grec et pas en latin. On l'a appris à l'école, on l'a appris en latin, tout quoque mi fili, mais en fait il l'aurait dit en grec. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a la nomination d'un triumvirat, Octave, Marc-Antoine et un général. Au fur et à mesure, il n'en reste plus qu'un, qui est Octave, qui va devenir Auguste, qui va devenir. Et Brutus, lui, finit mal. Et lui, Brutus, il combat ses concurrents du triumvirat et il meurt pas, il est défait dans une bataille et il décide de se suicider. Voilà. Mais ce meurtre reste très symbolique, tout de même. Alors, symbolique d'un échec, moi je dirais, symbolique d'un échec, puisque Brutus veut tuer sinon le père, il veut tuer le futur empereur. Mais quelques années après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un nouvel empereur qui était un ancien protégé de César. Donc le meurtre commis par Brutus et les sénateurs n'a servi à rien. Alors, tant que nous sommes à Rome, restons-y. Vous présentez la liste de tous les empereurs romains. Et là, je dois dire que les statistiques sont assez effrayantes. C'est pas vraiment une situation d'avenir, empereur romain. C'est une situation risquée, ce qui montre qu'il y a beaucoup de pouvoir qui est attaché à ce statut, puisque à peu près un tiers des empereurs ont été assassinés. Souvent d'ailleurs par leur garde prétorienne, par leur garde. Donc méfions-nous de nos alliés. Il y en a d'autres aussi, il y a toute une série, ce sont les tsars russes aussi, c'est pas mal dans le genre. Les tsars russes, oui. Il y en a beaucoup, plutôt au 19e, mais beaucoup. Il y en a qui sont célèbres. Le plus célèbre, c'est une peinture qui raconte l'histoire. C'est l'assassinat par Ivan le Terrible de son fils qui défendait son épouse. D'ailleurs, Ivan le Terrible, c'est une mauvaise traduction parce qu'il n'était pas terrible, il était redoutable, ce qui ne veut pas dire tout à fait la même chose. Alors, je voudrais maintenant que nous parlions des grands assassins de l'histoire de France, enfin les grands assassins de puissants. Il y en a trois, les trois plus connus, c'est Ravaillac, Clément, et puis... Alors Damien, il n'a pas assassiné, enfin il a commis... Il a posé un petit couteau. Un petit couteau. Le plus connu, c'est qui? C'est Ravaillac? C'est Ravaillac, je pense, parce qu'il est un petit peu symbolique. Bon, on en a parlé tout à l'heure. C'est vraiment le type qui... Il y avait probablement un complot derrière lui, mais il est apparu seul et l'enquête assez superficielle qui a été faite n'a pas apporté de preuves vraiment convaincantes. Et les autres assassins ou les tentatives d'assassinat de rois, on a qui? Donc on a Clément. Clément qui a tué Henri II. Henri III. Henri III, pardon. Henri III. Non, Henri II, il a eu un accident de cheval et de tournoi. De tournoi, c'est ça, tout à fait. Alors, ça montre finalement l'incapacité à protéger la personne du roi. On le voit très accessible parce que Clément, oui. C'est un moine, je crois. C'est un moine. Damien, c'est quelqu'un qui collabore au château de Versailles dans les fonctions tout à fait subalternes. Et effectivement, on arrive facilement à accéder au souverain. C'est aussi la fonction du roi en France. Il est accessible. Il accessible. Il touche les écrouelles. Oui. Il est habitué au bain ça fait partie au bain de foule. Mais finalement, il y a beaucoup de ratages. Il y a plus de ratages que de réussites dans les tentatives d'assassinat. Puis il y en a beaucoup dont on n'a pas parlé, parce que les ratages, c'était pas le sujet du bouquin. Le sujet du bouquin, c'était les réussites. Ah non, mais vous ne racontez pas que les réussites, parce que vous parlez de Damien et Louis XV, c'est un ratage, finalement. Il n'est pas mort. Alors, on a le cas également qui est intéressant, qui est le cas de Charlotte Corday. Oui. Alors, Charlotte Corday... Qui va assassiner, Charlotte Corday, qui s'est fait monter l'esprit par des Girondins qui étaient réfugiés à Caen. Elle comprend que Marat est le grand méchant,
ce qu'elle entend. Il faut dire qu'il est assez méchant parce qu'il disait pour ramener la paix en France, il faut tuer 40 000 personnes. Et puis quelques semaines après, il revient à la Convention et dit non, c'est pas 40 000, c'est 270 000 personnes qu'il faut tuer. Donc il apparaît comme le très méchant. Donc elle va réussir à l'identifier à Paris. Elle vient à Paris. D'où vient-elle? Qui est cette Charlotte Corday? C'est une une jeune femme de bonne famille. Elle a 25 ans. Elle fait des études au collège et elle décide de venir à Paris pour tuer Marat. Pour tuer Marat. Elle arrive à rentrer chez lui en prétextant qu'elle avait un message pour donner des informations sur les complots des Girondins. Donc Marat lui ouvre sa porte. Enfin, c'est sa domestique parce que lui était dans son bain sulfuré plutôt. Et elle le tue. Alors évidemment, elle est tout de suite capturée, emprisonnée, et 3 jours après, après un procès des plus sommaires, elle est guillotinée. Ce qui est intéressant dans l'affaire de Charlotte Corday, c'est est-ce qu'elle a réussi ou est-ce qu'elle a raté. Bon, en tant qu'assassin, elle a réussi puisqu'elle a tué sa cible. Et la victime, c'était Marat. Mais ce qu'on retient aujourd'hui de l'histoire, quand même, quand on regarde donc avec 2 siècles de distance, c'est que la vraie victime, c'était elle. C'était elle, au titre de tous les condamnés de la Révolution, c'était elle la victime. Et Marat, c'était le clan des assassins, le clan des méchants, le clan des destructeurs. Donc il y a une espèce d'inversion de l'histoire qui est tout à fait étonnante, hein, où l'assassin devient la victime, mais la victime devient l'assassin. Alors, on va rester, enfin, on n'est plus dans la Révolution, mais dans la suite de la Révolution, un que je ne connaissais pas, qui était Louvel. Louvel, et qui, lui, veut en finir avec les Bourbons. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Louvel? Alors, Louvel, lui aussi, il est obnubilé par les Bourbons, qui sont des traîtres à la France, puisqu'ils ont pris les armes contre le pays. Donc, il faut détruire les Bourbons. Il faut les détruire. Donc, il va fomenter une attaque contre le duc de Berry. Qui est le duc de Berry exactement? Le duc de Berry, c'est le neveu de Louis XVIII et c'est le seul mâle blanc, je dirais, le seul mâle blanc apte à procréer dans l'ensemble de la famille Capet. Et donc Louvel? Donc Louvel, comme je l'ai dit tout à l'heure, veut exterminer les Bourbons, qui sont des traîtres à la France. Donc il les suit lors d'une soirée à l'opéra, et au moment de sortir, il plonge son couteau dans le corps du duc de Berry, qui lui va mourir quelques heures après. Donc Louvel a réussi, il a tué le dernier Capet apte à enfanter un nouveau roi. Mais manque de chance, quelques jours après, on apprend que la duchesse de Berry était enceinte, et quelques mois plus tard, donnait vie donc à un descendant futur roi qui aurait été le Henri V ou qui a été par la suite le comte de Chambord. Le seul problème, alors donc il avait réussi au départ, mais il rate puisqu'il y a un successeur. Mais finalement, il va réussir puisque le comte de Chambord, qui était le candidat royaliste en 1871, renonce au pouvoir qui lui est presque offert sous prétexte d'une affaire de couleur des drapeaux. Donc Louvet finalement a gagné. Et après on est rentré dans la République. Alors justement la République, en France les derniers assassinats d'un président ou d'un ministre sont assez récents, à date des années 30. Alors il y a eu, oui, le dernier. Alors on a déjà l'avant-dernier président de la République, lui c'est Paul Doumer. On a Paul Doumer qui est tué par un détraqué encore russe du nom de Golgolov, donc ça se passe à l'hôtel Berruyer.
Il y a la soirée des écrivains anciens combattants. Donc il veut se faire dédicacer. Donc le président arrive, il lui tire dessus. Qui est ce Russe? Pourquoi? Quelles sont ses motivations? Si on le savait. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc on n'a pas voulu lui faire une expertise psychologique, psychiatrique. Et donc, on l'a interrogé, il a donné des explications, il n'y a rien de cohérent. Des propos totalement cohérents, il venait dans son âme, il a senti qu'il fallait faire quelque chose, que la France empêchait la Russie de se développer, de sortir du bolchevisme, etc. Et donc, c'était tout à fait incohérent. Tout à fait incohérent. Et comme je disais, quand il s'est fait dédicacer son bouquin, il s'est fait dédicacer sous un nom d'emprunt qu'il avait pris, qui est Monsieur Bred. Et en russe, Bred, ça veut dire folie. Fou, Monsieur Fou, d'accord. Et alors ensuite, Délire, dernier assassinat politique en France, en 1934, c'est le roi de Yougoslavie, Alexandre Ier, qui est assassiné en compagnie du ministre des Affaires étrangères. Là. Quelle est cette histoire? Alors, c'est toujours l'histoire de la Mitteleuropa qui nous crée des problèmes. Et donc, la Yougoslavie, c'est probablement après la Première Guerre mondiale, s'est érigée en État indépendant, puis en royaume, et il s'est trouvé forcément en conflit avec certaines communautés qui étaient un peu en périphérique, notamment la Bosnie. Et là, il y avait un conflit entre les nationalistes bosniaques, on suppose, ou les Ustachi croates, et le gouvernement central. Donc, il y a eu ce complot. Le roi de Yougoslavie, qui avait besoin d'appui, est venu en France pour rechercher un appui auprès de la France par rapport à l'Italie, qui avait aussi pas mal d'ambition sur cette région-là. Il débarque à Marseille. Le service d'ordre est probablement totalement insuffisant. Et un des comploteurs, là aussi il y en avait plusieurs, réussit à monter sur le marchepied de la voiture et tire sur le roi, qui meurt quasiment instantanément. Le ministre des Affaires étrangères qui était venu l'accueillir est tué aussi. Donc, histoire terrible. Donc, est-ce qu'ils ont réussi? Pas vraiment. Pas vraiment. Par contre, ce dont on s'est aperçu 40 ans après, c'est que notre brave ministre des Affaires étrangères, M. Barthou, n'avait pas été tué par le comploteur, mais il avait été tué par une balle française. Parce qu'il y a eu un tel, au moment de l'assassinat, il y a eu des images cinématographiques qui ont été prises, où on voit qu'effectivement, c'est la grande confusion, et donc dans la confusion, tout le monde tire, et il a pris une balle. Voilà, terrible histoire de notre dernière aventure. Alors effectivement, vous disiez, les Balkans font beaucoup parler. Là, on va faire un retour en arrière à Sarajevo, le 28 juin 1914. Et là, on peut dire que c'est l'assassinat le plus célèbre du XXe siècle. C'est probablement un assassinat très célèbre. C'est surtout celui qui a eu les plus grandes conséquences. C'est-à-dire, beaucoup de ces assassinats, on s'aperçoit que les régimes sont suffisamment forts pour surmonter ce chaos instantané de l'assassinat. Dans le cas de François Ferdinand d'Autriche, qui est le successeur de son père, je crois, ou son oncle, il vient à Sarajevo pour montrer que le pouvoir est bien à l'Autriche, en quelque sorte. Et là, il va se confronter donc à un complot de trois tireurs, pistolets, bombes. C'est le premier rate parce qu'il arrive trop tard et le convoi est déjà passé. Et le second, comme la voiture est obligée de s'arrêter parce qu'elle s'est trompée de plan, donc il faut retourner, etc., il en profite pour tuer donc François Ferdinand d'Autriche et son épouse. Donc, c'est vrai que c'est une région qui est toujours un peu, encore aujourd'hui, un peu poudrière. C'est
c'est un fait divers. C'est un fait divers en tant que tel. Mais par le jeu des alliances entre les différents pays de la zone, tout le monde les alliances se sont tout d'un coup fortifiées, consolidées, et le résultat, c'est qu'un mois après, tous les pays étaient en guerre les uns contre les autres, donc les uns d'un côté de l'Allemagne, Autriche, Hongrie, et l'autre de la France et de la Russie. Et les conséquences de ce petit fait divers ont été absolument désastreuses, puisqu'il y a eu 18 millions de morts. Donc, comme vous dites, c'est 2 coups de feu qui... 2 coups de feu qui tuent 18 millions de personnes. Juste un exemple qui nous ramène à aujourd'hui. Aujourd'hui, les Ukrainiens se plaignent de ne pas avoir assez d'obus. Il leur faudrait au moins 3 millions d'obus. Il faut savoir que pendant la guerre 14-18, il y a eu plus d'1 milliard d'obus qui ont été tirés, c'est-à-dire 900 000 obus par jour qui ont été tirés sur les différents fronts. Donc ça montre le changement complet, c'est un autre sujet, changement complet de la politique militaire. On rentre dans une guerre industrielle avec des nouveaux équipements, les tanks, les mitrailleuses, l'aviation, etc. Et une Europe sérieusement bouleversée, qui a laissé la place à l'Amérique. Alors, nous allons maintenant aborder un autre volet de votre livre, qui est l'assassinat comme outil politique. En gros, quand des puissants assassinent des puissants. Là aussi, il y a pas mal de cas. Donc, il y a Jean sans peur et Louis d'Orléans. Et puis, Henri III et Guise. Oui, absolument. Alors, sur Jean sans peur, c'est vraiment une querelle intrafamiliale. C'est une branche contre une autre, et je t'assassine, tu m'assassines. Mais c'est intéressant de voir comment, 10 ans après l'assassinat de son père, donc celui qui est devenu Charles VII, se venge terriblement de Jean sans peur à Montreux, je crois. Le cas de Henri III est très intéressant, parce qu'il a été à la fois assassin et assassiné. Il a été assassin parce que dans la cour, je dirais, la puissance de Guise n'a pas arrêté d'augmenter par rapport à la puissance réelle de la famille royale. Donc il y a un moment où le conflit, qui était un conflit humain, en plus Henri III était assez soumis à sa mère, Guise était déjà autonome, son père avait été tué. Il y a un moment où Henri III se rend compte qu'il va se faire tuer par Guise. Donc il prend la décision, l'initiative, et il monte un complot donc au château de Blois. Il prétexte qu'il doit partir, donc il a besoin de voir Guise très vite, qui était quand même le grand chef des armées. Il le fait venir, mais le problème, c'est que Guise, il est d'abord armé, et il est toujours avec sa garde. Donc comment faire, etc. Donc Henri III monte un plan assez astucieux. Il réunit un conseil du royaume. Pour entrer dans la pièce du conseil du royaume, il ne faut pas avoir d'armes, c'est interdit. Donc Guise rentre seul, et il a rendez-vous avant le conseil, il a rendez-vous avec le roi dans son ce qu'on appelle dans son palais vieux, etc. Et donc il doit passer par la chambre du roi, et quand il passe par la chambre du roi, face des deux côtés, il y a toutes les équipes de Louis XVI, de Louis XIII, pardon, d'Henri III. Excusez-moi de ce lapsus. Et il le blesse un certain nombre de ces gars, mais il est tué. Alors tout de suite après, il est découpé, brûlé et jeté dans la rivière. Voilà, son frère aussi d'ailleurs. Tous les Guises. Donc il avait exterminé cette branche de Guise, en tout cas les leaders de la branche Guise, qui lui faisaient vraiment beaucoup d'ombre. Seul problème, c'est que c'est quelques mois plus tard,
Henri III est obligé de s'allier avec les troupes protestantes pour contrer les troupes catholiques très puissantes à Paris, et donc on va vers un siège de Paris. Il est au château de Saint-Cloud, il est sur sa chaise percée, tout le monde, je suppose, sait ce que c'est, et il y a un moine qui vient, un certain Clément, qui vient en disant qu'il a des papiers très importants à lui montrer, etc. Et on le laisse entrer, et effectivement, il a une dague, et avec la dague, il perce le ventre, le bas-ventre de Henri III, qui va mourir très bientôt, quelques heures plus tard, non sans avoir adoubé son successeur, qui est devenu Henri IV. Alors, évidemment, Clément a fini coupé en morceaux, brûlé et jeté dans la rivière, comme d'habitude. Oui. Et puis on a aussi un autre roi qui se rebelle, si je puis dire, qui est Louis XIII. Louis XIII est contre Concini. Oui. Alors, Louis XIII est très soumis à sa mère, et sa mère deal pas mal avec ce couple infernal, Concini, qui est devenu maréchal d'Ancre, et la Galigaille, qui s'est enrichie considérablement, etc. Donc là aussi, en plus, Concini traite le roi de façon extrêmement méprisante. Comme un gamin, comme un ado. Comme un gamin. Et le roi décide de ce qu'il appelle son coup de majesté. Qu'est-ce qu'il fait? Très simplement, quand le Concini arrive au Louvre, il est arrêté par la garde de Louis XIII, aussitôt assassiné à coup d'épée, etc. Et son épouse a suivi de quelques jours. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est la vengeance, c'est un plat qui se mange parfois chaud, parfois froid. Concini avait décidé que les condamnés à mort, on mettrait leur corps, on exposerait leur corps sur le Pont Neuf, que tout le monde voit l'ampleur du crime, etc. Et il a fini, effectivement. Il a fini sur le Pont Neuf. Donc là, l'assassin, l'assassin est fini assassiné, ça arrive aussi assez souvent. Et là, donc, dans les cas d'Henri III, Louis XIII, on est vraiment dans l'assassinat comme un outil politique, comme un avec outil une visée de pouvoir. Pour affirmer son pouvoir et pour contrer les oppositions ou les ambitions environnantes. Non, parce qu'il ne s'agit pas d'arrêter la personne, de juger, de l'exécuter. On est vraiment dans la justice, dans l'immédiat. Oui, le coup de majesté, ça s'appelle. Le coup de majesté. Le coup de majesté, voilà. La majesté peut faire un coup, voilà. Alors, vous avez également un chapitre consacré à l'étranger. On ne va pas tous les détailler. On va en parler d'un qui est un des plus connus chez nous, qui est Henri VIII. Alors, je ne sais pas trop, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un assassin ? Oui, là, il a clairement fait assassiner ses deux, entre guillemets, premiers ministres, et puis il a quand même fait assassiner deux de ses épouses. Si on prend la succession, si vous voulez, on peut prendre la succession de ses 6 épouses. La première, il la répudie parce que... Elle ne lui donne pas d'héritier mâle. Non, ça c'est la première. Catherine d'Aragon, il veut faire annuler son mariage, le pape ne veut pas, et de là vient le schisme de l'église anglicane. La deuxième, c'est Anne Boleyn, elle n'arrive pas à avoir d'héritier, elle est décapitée, en 1536. Jeanne Seymour, elle meurt en couche, en 1537. Anne de Clèves, mariage arrangé, elle est vraiment trop moche, il n'en veut pas, donc il la gratifie, et puis on la met de côté en 1540. La cinquième, c'est Catherine Howard, dont on a supposé qu'elle avait eu un amant et qu'elle avait fait des choses pas très claires avec son frère. Donc elle est décapitée, elle aussi, toujours au même endroit. Et puis finalement, la sixième, Catherine Parr, finalement, elle a résisté et il s'est calmé. Il faut dire qu'il était très fatigué déjà avec toutes ses épouses. Voilà, donc c'est quand même un assassin, c'est quand même un sérieux assassin. Et ses ministres, il se débarrasse également de deux de ses ministres. Thomas More, Thomas More, qui était hostile aux schistes, qui est décapité en 1535, et Thomas Cromwell, qui est décapité aussi, et toujours avec des motifs supposés, parce que le roi n'est pas forcé, il n'a pas besoin de donner un argument assez... Donc là, on est encore dans le cadre du coup de majesté. Oui, en quelque sorte. Je me débarrasse d'un de mes collaborateurs,
Voilà. Bien, mais écoutez, Christophe Vérin-Forer, merci. Je renvoie à votre ouvrage, donc Tueurs de rois, de reines, de princes et de puissants, paru aux éditions de L'Opportun. C'est un livre à parcourir, à picorer. On n'est pas obligé de le lire d'une traite. Hein. On passe d'un chapitre à l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que vous placez bien dans l'époque. Et puis il y a toujours le mot de la fin qui permet de donner la conclusion, si vous voulez. Est-ce que ça a vraiment changé les choses ou pas, ou qu'est devenu l'assassin. Ce qui permet de bien replacer ça dans le... Donc il y en a une trentaine, non, une cinquantaine en tout, enfin en comptant l'étranger, parce que vous parlez également de l'Angleterre, l'Autriche-Hongrie, on n'a pas parlé de Sissi, bien évidemment, les États-Unis... Sissi, c'est une mort très spectaculaire, elle est devenue une légende, mais en fait ça n'a absolument rien changé dans l'histoire de son pays. Strictement rien. S'il n'y avait pas eu Romy Schneider, on en parlerait même peut-être plus. Bon, les États-Unis, on a bien évidemment... Ils ont pas mal de présidents assassinés aux États-Unis. En pourcentage, pas plus qu'en France. Pas plus qu'en France ? Non, pas plus qu'en France. D'accord. Parce qu'ils en ont beaucoup plus, puisqu'ils ont des mandats qui sont en général plus clairs. Il y a 8%, 8,7%, je crois que j'ai calculé, des présidents américains qui ont été assassinés. En France, c'est le même pourcentage. Voilà. Écoutez, on va laisser à nos lecteurs le soin de découvrir tout ça. Merci infiniment. Merci. Avant de nous quitter, un conseil d'exposition. Celle-ci se tient dans la belle ville de Toulouse et est consacrée au Cathare et à la croisade des Albigeois entre 1209 et 1229. Répartie sur 2 lieux, le magnifique couvent des Jacobins qui mérite à lui seul une visite et le musée Saint-Raymond, l'expo pose une question essentielle. Les Cathares ont-ils vraiment existé en tant que véritable communauté religieuse ou sont-ils une construction historiographique ? Si l'exposition n'y répond pas complètement, car le débat historique est toujours ouvert, elle montre que le phénomène dit cathare, le terme est apparu bien après, est fortement ancré dans la mémoire occitane. Ce sont plus de 300 objets qui illustrent le parcours. Des documents d'archives exceptionnels comme le manuscrit de la fameuse Canso, la chanson de la croisade albigeoise, ou encore le célèbre traité de Paris qui entérina la soumission des comtes de Toulouse à la couronne capétienne, mais aussi des objets archéologiques inédits, œuvres sculptées ou peintes, et ce qui nous a plu, du matériel de reconstitution historique de qualité scientifique, ce que l'on appelle de l'archéologie vivante pour des costumes ou de l'armement par exemple. Et vous avez 9 mois, c'est-à-dire jusqu'en janvier 2025, pour la visiter. Pour lire, je vous conseille L'exil des monarques, écrit sous la direction de Hélène Becquet et paru aux éditions Armand Collin. Louis XVIII, Louis-Napoléon Bonaparte, Charles X, Louis XIX, Henri V, une des particularités du XIXe siècle français est l'incroyable liste des princes et monarques en exil, parfois chassés de France, souvent prétendant au trône ou à la couronne impériale. Issus de 3 dynasties différentes, ces hommes bénéficiant d'un réseau en France, mais aussi au-delà de nos frontières, voyagent dans toute l'Europe au gré de l'instabilité politique. À travers l'analyse d'historiens, cet ouvrage nous livre une réflexion résolument neuve sur la période de la Révolution française en se penchant sur la notion d'exil, à la fois conséquence de l'abdication des souverains et moyen de reconquête du pouvoir. Cet ouvrage érudit, rythmé par les histoires des princes proscrits, nous permet de comprendre que l'instauration d'un régime républicain a pris du temps et beaucoup de chemins de traverse, dont les chemins de l'exil pour beaucoup. C'était Passé-Présent, l'émission historique de TVL, proposée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Maintenant, vous allez retrouver Christopher Lannes et sa petite histoire. Mais avant, bien sûr, vous n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt. On se retrouve cette semaine pour une petite histoire qui a inspiré les écrivains et intrigué l'homme de la rue, l'éléphant de la Bastille. Après la destruction de la Bastille, on a commencé à s'interroger sur ce qui allait remplacer l'ancienne forteresse. Sous la République, on souhaitait y placer un monument qui ait du sens pour habiller ce lieu hautement symbolique. Et pour ça, on n'a rien trouvé de mieux qu'une fontaine avec une sorte de pharaon avec de l'eau qui jaillit de ses seins.
Comme à l'époque on aimait bien les allégories, c'était censé être une allégorie égyptienne de la nature. Ça n'a pas duré longtemps et c'est tant mieux. C'est en 1806, sous l'Empire. Ah, qu'est-ce qu'on est bien sous l'Empire. C'est à partir de 1806 que Napoléon relance l'idée de mettre quelque chose sur cette place vide. Marqué par la campagne d'Égypte et fasciné par l'Orient comme beaucoup de ses contemporains, l'empereur souhaitait bâtir une fontaine monumentale avec un éléphant surmonté d'un howdah en forme de tour. Pour Napoléon, il s'agissait de reprendre le symbole royal de l'éléphant, mais surtout de s'inscrire dans la lignée des conquérants ayant utilisé cet animal que furent Alexandre et Hannibal. Il précise son projet dans un décret du 9 février 1810 où il exige qu'on construise rapidement un éléphant en bronze avec les canons pris aux insurgés espagnols. L'empereur souhaite que l'eau puisée dans le canal Saint-Martin, qui passera juste en dessous, jaillisse par la trompe de l'animal. Il exige également, vu la taille de l'animal, qu'on puisse entrer à l'intérieur et monter jusqu'à sa tour. Et afin de respecter la véracité historique, il demande que les antiquaires et les savants se concertent afin d'être au plus près de l'époque et de représenter l'animal comme l'utilisaient les anciens. Non, pas ces anciens-là, ceux-là. Mieux. Alors ce projet ne faisait pas l'unanimité chez tous les architectes de l'époque. Par exemple, Pierre Fontaine, oui, le mec s'appelle Fontaine, tranquillement quoi, s'opposait fermement à l'idée qu'une fontaine puisse avoir un autre élément principal que ses eaux. Ça n'empêchera pas Napoléon de persister dans son projet qui sera confié à l'architecte Jacques Sellerier, qui sera remplacé plus tard par Jean-Antoine Alavoine. Les travaux commencent en 1810 et on construit tout d'abord le socle et les bassins. Puis un modèle d'éléphant en plâtre à l'échelle 1 est sculpté par le sculpteur Pierre-Charles Bridin. Le monument provisoire, installé directement sur place, mesure 16 mètres de long et 24 mètres de haut. On était alors en plein travaux quand a sonné l'heure de la chute de l'Empire. Pardon. Tout s'est donc arrêté net. Sous la Restauration, on s'interroge pour savoir ce qu'il convient de faire avec ce projet, mais aussi avec ce gros éléphant en plâtre qui gisait là. Évidemment, ce symbole impérial fut écarté et condamné, et les architectes Alavoine et Bridin proposèrent de nombreux projets qui furent tous refusés. On proposa notamment l'enlèvement d'Europe par Jupiter, ou l'atone changeant des paysans en grenouilles, et même une statue monumentale de Louis XVIII sur son trône. Bon, pour ça c'était facile, il n'y avait qu'à garder l'éléphant. À court d'idées, on se débarrassa du bébé en le confiant à la ville de Paris à charge d'achèvement. De Chavrol, préfet de la Seine, voulut une statue de Paris entourée de 4 allégories de fleuves. Un mois après, alors que tout avait été convenu, la Révolution de Juillet arriva et le projet fut encore abandonné. Sous Louis-Philippe, le souvenir impérial était revenu à la mode, notamment avec le retour des cendres de Sainte-Hélène. L'idée de l'éléphant fut à nouveau remise sur la table, mais n'aboutit pas. À la place, on décida finalement, le 20 mars 1833, d'ériger une colonne en hommage aux journées de juillet et aux hommes qui étaient tombés durant ces événements. Toujours dans le coup, c'est Alavoine qui se charge des plans. En haut de la colonne, on décide de mettre une sorte de mec à poil, aussi appelé génie de la liberté. Bon, mais pendant que commencent les travaux de la colonne, l'éléphant, lui, est toujours là avec sa pâle figure de plâtre abîmée par le temps. Pour les écrivains classiques, cette étrangeté au cœur de la capitale était l'objet de fascination et d'amusement. Victor Hugo contribuera à le rendre célèbre en faisant du pachyderme le refuge du jeune Gavroche dans ses Misérables. Là, l'image que vous voyez, c'est l'éléphant en plâtre construit pour les besoins du film Les Misérables. À propos de cet animal gigantesque devenu le symbole de la force populaire, il écrit « C'était sombre, énigmatique et immense. C'était on ne sait quel fantôme puissant, visible et debout à côté du spectre invisible de la Bastille. » Pour les passants, en revanche, sa présence était source de problèmes. Après avoir abrité des sans-abri et puis, dit-on, des refuges de malfrats, l'éléphant s'est transformé en gigantesque refuge pour les rats de la capitale. Là, on voit un dessin d'époque où deux hommes discutent au pied de l'éléphant, l'un dit qu'il est inutile et l'autre lui assure « inutile, mais non, il sert à loger plus de 40 000 rats ».
Au pire, on s'en plaignait, au mieux, on s'en désintéressait totalement. Ainsi, Jules Janin écrit « C'est à peine si l'homme du faubourg Saint-Antoine qui traverse la place portant son bois d'acajou ou traînant son tonneau de bière jette au pauvre éléphant un coup d'œil de regret et de pitié. » Triste fin pour un si beau projet. Ne sachant quoi en faire, on voulait d'abord le déplacer, tantôt sur le rond-point des Champs-Élysées, tantôt sur l'esplanade des Invalides, tantôt au sommet de l'Arc de Triomphe. On décida de détruire cette maquette de plâtre, chose qui fut faite en juillet 1843. Depuis, vous le savez, c'est la colonne de Juillet qui trône en lieu et place du bel éléphant. Avant, on y allait pour commémorer les morts des 3 glorieuses de Juillet ou bien ceux de la résurrection de 1848. Maintenant, on y va pour célébrer autre chose. Triste fin. Et d'ailleurs, à propos de la colonne de Juillet, une anecdote en entraînant une autre, sachez que sous l'édifice se trouvent les victimes des 3 glorieuses de Juillet, ça vous le savez peut-être, les victimes de l'insurrection de 1848 qu'on a ajoutées par la suite, ça vous le savez peut-être aussi, mais on y trouve également des momies. Des momies égyptiennes de plus de 3000 ans qu'on a mis là par erreur parce qu'elles étaient enterrées dans la même fosse commune, entre guillemets, que les insurgés de 1848 qu'on avait déterrés dans les jardins de la Bibliothèque nationale. Finalement, comme le voulait Napoléon au départ, la place de la Bastille conserve aujourd'hui encore un petit parfum d'Égypte. Et ça, c'est beau. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. S'il vous a plu et si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le partager pour faire découvrir l'émission à vos amis. Et d'ici là, moi je vous dis bonne semaine à vous et à bientôt sur TV Liberté.